Merci à tous. Donc, je suis Olivier Kerr, coordinateur pour l'association Les Rebondisseurs. Dans le cadre des webinars du rebond que nous proposons régulièrement, on est très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec les équipes Harmonie Mutuelle Groupe Vive et puis Stéphane Blondel, qui est aussi rebondisseur autour du thème de la retraite, puisqu'en effet, le thème, c'est dirigeant, anticiper votre rebond vers la retraite. C'est un rebond important et qui nécessite un peu de préparation. Et donc, pour démarrer, peut-être, Stéphane, en 2 mots, si tu veux te présenter. Oui. Écoutez, bonjour, je m'appelle donc Stéphane Blondel, je suis un ancien militaire à la retraite, justement. Et pour rebondir, j'ai créé ma société Savoir-faire, formation, expertise, retraite, puisque j'ai travaillé dans la deuxième partie de ma carrière militaire sur cette thématique-là, depuis la réforme de 2010, donc 2010, 2013, 2017, etc. Et celle actuelle, toujours, je continue à travailler pour l'armée. En même temps, j'enseigne à l'université la matière retraite ou protection sociale. Et puis donc, j'ai créé ma société pour faire de la formation et du conseil. Et j'ai aussi créé une chaîne YouTube qui s'appelle Prépa Retraite, qui met en disposition gratuitement des petites vidéos de 5 minutes pour expliquer tous les régimes de retraite en France. Pour l'instant, il y a 16 vidéos qui ont été mises en ligne. Et d'ailleurs, je l'aborderai un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y en a dessus. Voilà. Merci Stéphane. Alors du côté de Jean-Luc et Julien, si vous voulez bien vous présenter en 2 mots pour la partie Harmonie Mutuelle Groupe Vive. Très bien, donc moi c'est Jean-Luc en fait et je suis responsable d'une petite équipe dont fait partie mon camarade Julien. Bonjour à tous. Et notre rôle effectivement donc chez Harmonie Mutuelle Groupe Vive, c'est de nous occuper effectivement de la retraite entre autres, mais aussi de l'épargne effectivement des clients et des prospects effectivement pour Harmonie Mutuelle. Et toi, Julien, tu travailles avec moi, je crois, me semble-t-il. Mais tout à fait. Donc, comme le disait Jean-Luc, on travaille notamment donc, sur tout ce qui va être optimisation du patrimoine, sur toutes les questions liées à l'épargne retraite, la fiscalité et l'optimisation générale. Et on est aussi un peu rebondisseur. Enfin, je parle pour moi, Julien, je ne sais pas, mais j'ai eu l'occasion de rebondir aussi un certain nombre de fois dans ma carrière. Donc, le sujet dont on parle aujourd'hui me cause en termes en tant que futur retraité, mais également en tant que rebondisseur passé, dirons-nous. Merci, merci à tous les trois. Donc on va démarrer ce webinaire. Quelques rappels pour les gens qui nous ont rejoints. Donc les webinaires va s'articuler autour de 3 axes principaux et on prendra les questions à la fin si les réponses n'ont pas été apportées pendant l'intervention. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous le souhaitez. On les prendra évidemment à la fin et l'ensemble de la présentation est enregistré et sera disponible dans les prochains jours sur la partie podcast de l'association réservée aux adhérents. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Pour commencer, je vais poser une première question à Stéphane. Qu'est-ce qui fait qu'on parle de retraite aujourd'hui? Alors, ça fait un certain temps qu'on en parle, mais pourquoi on en parle aujourd'hui, en tout cas ces dernières semaines, de manière un peu plus importante? Qu'est-ce qui fait que ça devient un sujet d'actualité? Évidemment, le sujet d'actualité, il est lié au fait qu'il y a une réforme qui va bientôt être mise en place, qui fait suite à une réforme qui elle-même a été avortée, puisque la réforme de 2017 avait un objectif vraiment systémique, c'est-à-dire de changer, de mettre tout à plat le système pour recréer quelque chose de totalement nouveau. Et là, on est sur une réforme plus paramétrique où on va changer juste quelques petits éléments, notamment l'âge, mais pas que, mais sans changer les fondements du système. Des fondements en fait qui remontent à maintenant, si on fait un petit peu d'histoire, à 1673, la création du premier système de retraite ou quelque chose qui peut s'apparenter à ça, c'est le système de la demi-solde. Colbert crée un système où en fait les marins militaires qui ne sont plus en état de guerroyer pour Louis XIV bénéficient, lorsqu'ils ont un âge un peu avancé, d'une demi-solde et donc pas d'une solde entière, la solde étant la rémunération des militaires, d'une demi-solde jusqu'à la fin de leur jour. Donc ça, c'est à peu près le premier système. Je vais rapidement évoquer trois autres périodes dans l'histoire des retraites. La deuxième, c'est le 19e siècle, en fait, avec la montée, la révolution industrielle, la montée du prolétariat, et là, la prise de conscience d'une vraie difficulté par la bourgeoisie et le patronat, qui se rendent compte que, en fait, les personnes qui
n'ont que leur force de travail comme source de revenus, se retrouvent démunies lorsque elles tombent malades, elles ont un accident du travail ou qu'elles deviennent trop vieilles pour travailler. Elles ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Et donc, portées par les idées marxistes de l'époque, il y a un fort risque ou une forte peur de soulèvement populaire. Ça, c'est du côté de la bourgeoisie. Et du côté du patronat, en fait, certains ont créé une sorte de paternalisme industriel que vous connaissez sûrement. Et puis, en fait, pas mal de sociétés, pas mal de secteurs vont créer des systèmes de retraite pour attirer du personnel sur des métiers difficiles comme les mineurs, les cheminots, la métallurgie, etc. Donc en fait, on voit bien au XIXe siècle que se crée le système de retraite dont la figure emblématique, c'est en Allemagne Bismarck dans les années 1880 qui crée un système complet de protection sociale. Cette notion de protection sociale émerge à la fin du XIXe siècle et puis va se développer petit à petit au cours du XXe siècle. Au cours de ce XXe siècle, la date marquante pour revenir en France, c'est évidemment 1945, la création de la sécurité sociale et en matière de retraite, le régime général qui, au départ, a vocation à être un système universel qui s'appliquerait à tout le monde, tous les Français. Et puis, telle ou telle catégorie ne veut pas y rentrer pour différentes raisons, ce qui fait qu'à l'issue, les lois sont abrogées et les lois universalistes sont abrogées et on crée un système uniquement pour les salariés non agricoles de droit privé. Donc, en éliminant les salariés agricoles, on élimine déjà à l'époque plus de la moitié de la population française. Mais ce qui se passe, c'est que dans la suite de la deuxième partie du XXe siècle, en fait, ce salariat de droit privé, vous le savez bien, va énormément grossir et va devenir du coup le mode de contrat, de lien professionnel dominant. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le régime général des salariés du privé représente à peu près les 2/3 des cotisants. Et puis la dernière période qui nous importe aujourd'hui, elle démarre en 1991 avec l'apparition du livre blanc de Michel Rocard sur les retraites, et c'est l'ère des réformes. Et depuis 1991, première réforme en 93 avec Balladur, on a enchaîné les réformes paramétriques avec une régularité désopilante, sans jamais résoudre le problème de fond, qui est un problème d'évolution démographique majeur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 42 régimes de retraite totalement variables. Vous avez donc le régime général, je vous l'ai dit, qui représente une grosse masse, mais vous avez des tout petits régimes comme le port autonome de Strasbourg, les gérants des débits de tabac, les infirmiers, etc., qui ont leur propre régime. L'organisation de notre système, c'est un système à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la retraite de base, donc le régime général pour les salariés du privé, et qui est complété très souvent par une retraite complémentaire, qui est devenue obligatoire dans les années 70. Pour les salariés du privé, c'est l'Agirc-Arrco qui est bien connu. Et pour certains régimes, la moitié d'entre eux, ces deux éléments, régime de base et régime complémentaire, sont confondus. On parle de régime intégré, c'est le cas des fonctionnaires, c'est le cas des régimes spéciaux, SNCF, RATP et ZTE notamment. Tout ce bloc régime de base et régime complémentaire est un bloc obligatoire, c'est-à-dire que vous êtes obligé de cotiser pour à la fois payer les retraites des personnes en retraite actuellement, c'est le principe de la répartition, de solidarité intergénérationnelle, et en même temps que vous payez des cotisations qui financent les retraites à l'instant T, vous constituez vos propres droits futurs pour votre propre retraite. Donc c'est ça le principe de système par répartition. Souvent, on l'oppose au système par capitalisation. En fait, c'est pas à opposer. Ce sont deux systèmes qui sont tout à fait complémentaires. Le système par capitalisation, l'idée, c'est que chacun va mettre de l'argent de côté pour lui-même, aidé par son entreprise éventuellement. C'est le troisième étage de notre système de retraite, ce qui a été créé il y a 20-30 ans à peu près, les retraites supplémentaires. Et ces retraites supplémentaires, donc Jean-Luc en parlera à l'issue, mais mieux que plus que moi. Et ces systèmes de retraite complémentaires, c'est les plans d'épargne retraite dont vous avez entendu parler. Et là, par contre, c'est un système facultatif, potentiellement facultatif, que les entreprises ne sont pas obligées de les mettre en place. Et c'est bien un système par capitalisation. L'argent, vous demeurez propriétaire de votre argent, ce qui n'est pas le cas dans un système par répartition. Donc voilà un peu pour brosser le portrait, Olivier, de notre système aujourd'hui, avec 42 régimes et fort différents les uns des autres. Et alors, on parle de retraite individuelle et collective. Oui, alors la retraite individuelle, donc c'est lorsqu'on va se le préparer
pour soi-même, mais ça c'est un petit peu en dehors du système, mis à part qu'on peut créer un plan d'épargne retraite individuel qui peut rentrer, mais on parle plus de retraite dans les 3 niveaux lorsqu'en fait il y a une contribution de l'employeur simultanément. Et ça, je pense que Jean-Luc l'abordera sans problème. Aujourd'hui, en fait, pour les entrepreneurs, puisque c'est la cible qui est visée aujourd'hui, dans la retraite des entrepreneurs peut être assimilée à celle des travailleurs indépendants, et ces travailleurs indépendants regroupent en fait 4 familles. Nous, on n'en abordera que 2. On laissera les exploitants agricoles et les professionnels libéraux aujourd'hui de côté. 2 familles, donc les assimilés salariés et les artisans commerçants et industriels indépendants, les entrepreneurs au sens strict. Donc, qui sont les assimilés salariés? Eh bien, ce sont des dirigeants d'entreprise en fonction du statut. Donc, par exemple, le dirigeant d'une SAS, le président directeur général d'une société anonyme, etc., comme vous le voyez sur l'écran. Ce sont des personnes qui sont considérées comme assimilés salariés à une condition, c'est qu'elles sont rémunérées. Puisque il faut payer des cotisations pour générer des droits, si on n'a pas de rémunération, il n'y a pas de cotisations qui sont extraites et donc il n'y a pas de droit créé. Donc ça, dans chacun de ces cas, c'est bien la condition d'être rémunéré. Pas de bras, pas de chocolat. Ensuite, pour les assimilés salariés et les artisans commerçants, on a une retraite de base qui est identique, qui se calcule de la même façon depuis 1973, tout comme celle d'ailleurs des salariés agricoles également à la même date. Mais ces 2 organismes, ces 2 profils, assimilés salariés et artisans commerçants, vont dépendre de régimes différents. C'est le régime général des salariés pour les assimilés salariés, comme leur nom l'indique, et c'est la sécurité sociale des indépendants, l'ex-RSI, pour les artisans commerçants. Donc ça, c'est les 2 profils. Avant de voir un peu la façon dont on calcule leur retraite, on va rapidement passer sur l'âge. 2 âges sont importants à retenir, c'est 62 ans et 67 ans. Tu posais la question, Olivier, de savoir pourquoi on en parle aujourd'hui. Évidemment, on a ce qui est au cœur de la réforme, c'est cet âge. Que va devenir l'âge légal de départ à la retraite? Va-t-il être augmenté? Probablement. De combien? Là est la question. L'âge légal de départ à la retraite, c'est l'âge minimum à partir duquel vous avez le droit de liquider une retraite. Au régime général en tout cas, et pour votre retraite de base. Alors évidemment, il y a des cas particuliers, comme vous voyez sur l'écran, pour un départ anticipé. Pour les carrières longues, aujourd'hui, c'est plutôt 60 ans que 58, parce que ceux qui ouvrent à 58 ans n'existent plus trop. Et puis, le deuxième âge important, c'est l'âge de départ sans décote. On parle souvent l'âge du taux plein, c'est une notion qui est un petit peu biaisée, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment le taux plein, même si on part à 67 ans. Il faut avoir une deuxième condition qui n'est pas toujours remplie. C'est bien l'âge de départ sans décote, 67 ans, qui est défini comme étant de 5 ans supérieur à l'âge légal de départ à la retraite. Et puis, j'ai rajouté aussi un âge de mise à la retraite d'office pour ceux qui sont en entreprise, des salariés. L'entreprise a le droit d'arguer de l'âge pour licencier un personnel seulement à compter de 70 ans. Et évidemment, on n'est pas obligé de prendre sa retraite. On peut continuer à travailler toute sa vie si on le souhaite. Pour ce qui est de la formule, j'ai essayé de vous faire présenter une formule concise pour vous expliquer comment c'était calculé. La pension brute de retraite, en fait, c'est 5 éléments qui sont d'abord un taux maximal. Ce taux maximal, c'est une constante au régime général, c'est 50%. Ça ne bouge pas, c'est intangible. Le coefficient de proratisation, c'est l'ensemble, c'est un ratio entre les trimestres acquis, donc soit parce que vous avez cotisé, soit parce que vous en avez obtenu par des bonifications, bonifications de campagne pour les militaires, bonifications pour enfants, surtout pour les salariés, et des choses comme ça, notamment pour les mamans, et la durée divisée par la durée d'assurance requise qui dépend en fait de votre année naissante. Cette durée d'assurance requise, c'est combien de trimestres on me demande d'obtenir à la fin de ma carrière pour avoir le taux maximal de 50%, donc un taux de liquidation à 50%. Dans tous les cas, même si vos trimestres acquis sont supérieurs à votre durée d'assurance requise, votre taux de liquidation est plafonné à 50%. Et actuellement, dans les débats, vous avez peut-être entendu parler à la radio ou à la télévision de cette possibilité d'augmentation de la durée d'assurance requise, qui pour l'instant au maximum est à 172 trimestres pour ceux qui sont nés depuis 73 et qui pourrait augmenter de quelques trimestres. Troisième élément important, le revenu de référence, là assez compliqué à calculer.
En gros, on prend les 25 meilleures années, que ce soit en tant que salarié, artisan commerçant ou salarié agricole, puisqu'elles sont calculées de la même façon, après avoir plafonné à un niveau du PASS, le plafond annuel de la sécurité sociale, qui aujourd'hui est autour de 41 000, 42 000 euros. Et ensuite, on le revalorise, bien sûr, pour comparer les euros d'époque ou les francs d'époque aux euros d'aujourd'hui. Ensuite, on a mis en place un système de décote sur cote au début des années 2000 pour motiver les gens à travailler. Soit on réduit leur pension de retraite, c'est la décote s'ils partent trop tôt ou s'ils n'ont pas obtenu suffisamment de trimestres, soit on motive les gens avec une surcote s'ils partent après 62 ans et s'ils ont un nombre de trimestres supérieur à leur durée d'assurance requise. Et enfin, une incitation majoration pour enfants qui est en fait une résultante d'une création de 1912, avant la Première Guerre mondiale, quand on s'est rendu compte qu'il nous fallait faire des enfants si on voulait gagner des guerres, après la défaite de 1870. Et c'est cette génération de majoration pour enfants 1912 qui a fait la guerre de 39-45. Et cette dimension demeure toujours aujourd'hui parce qu'elle est incitative pour notre politique nataliste. Les seules différences qu'il y a entre les assimilés salariés et les artisans commerçants, ça relève du taux de cotisation. Différence majeure, puisque vous le constatez dans le total en bas, pour les assimilés salariés, on est à 15,45 plus 2,30, c'est-à-dire 17,75. Vous retrouvez ce chiffre-là sur l'ensemble du revenu, sur le revenu limite au PAS, 17,75. Mais en plus, les indépendants payent 0,6 sur tout le salaire. Alors, c'est une répartition qui, globalement, s'équilibre entre les deux. Mais voilà, mode de calcul un poil différent entre les deux. Mais vous le voyez, en fait, globalement, il n'y a pas beaucoup de différence pour calculer. Alors là, je suis passé très, très vite. Si vous voulez en savoir plus, donc je vous parlais d'une chaîne YouTube Prépa Retraite, vous pouvez y aller directement. Donc, ce sont une petite vidéo de 5 minutes. Et là, pour le régime général, ce sont les épisodes 4 à 7. Donc, c'est la même chose pour la sécurité sociale des indépendants. C'est les mêmes épisodes qui vont être référents. Ensuite, on a une retraite complémentaire. Et là, on a deux systèmes différents. L'Agirc-Arrco pour les assimilés salariés, que je n'aborderai pas ici, puisque vous pouvez les voir aux épisodes 8 et 9 de la présentation. En revanche, je parlerai de la retraite complémentaire des indépendants, la RCI, qui un peu plus dans le détail. Tous les deux, Agirc-Arrco et RCI, sont un système à points. Vous avez le régime général, vous voyez, vous obteniez des trimestres. C'est un système par annuité, on appelle ça. Là, c'est un système à points. C'est un peu le système qui voulait être mis en place lors de la réforme de 2017. Et un système à points, en fait, c'est un système extrêmement simple. Vous avez deux formules, une formule d'acquisition des points, comment j'acquiers des points tout au long de ma vie professionnelle. Et c'est pas compliqué. J'ai ce que je gagne, c'est l'assiette de mes cotisations, qui sont prélevées avec un taux qui est fixé. Ça me donne une somme d'argent et cette somme me permet d'acquérir des points en fonction de la valeur d'achat du moment du point. Et donc, chaque mois, j'acquiers un certain nombre de points qui s'accumulent pendant toute ma carrière. Et à la fin de ma carrière, quand je décide de liquider tous ces points, je fais valoir la formule de valorisation des points. Donc, j'ai mon total de points que je multiplie par ma valeur de service du moment, au moment de la liquidation, et ça me donne tout simplement ma retraite annuelle en euros. Vous voyez donc deux formules extrêmement simples, très faciles à comprendre et qui s'orientent facilement. Évidemment, les deux éléments qui sont au centre de ces formules, c'est les valeurs d'achat et de service. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Je vous ai parlé donc de l'Agirc-Arrco épisode 8 et 9, je n'y reviens pas. Abordons maintenant la retraite complémentaire des indépendants pour les artisans commerçants industriels. C'est un système qui a été créé en 2013 et qui a unifié un petit peu tout, qui a fusionné plusieurs systèmes qui cohabitaient à l'époque. Bien sûr, tous les points acquis avant 2013 dans ces différents systèmes sont conservés, mais avec une valeur du point qui n'est pas homogénéisée. Si on reprend notre formule de valorisation, vous voyez que la valeur de service en fait va être différente selon l'origine de vos points. Depuis 2013, c'est la même chose. On est pour 2022, 1,221 €. On voit que beaucoup des anciens régimes ont convergé vers cette valeur-là, mais certains demeurent encore, les plus anciens, et un petit peu éloignés de cette valeur de service. Mais après, c'est extrêmement facile à calculer. Le total des points de chaque système par sa valeur de service, j'additionne et j'ai ma retraite finale. Revenons maintenant à la formule d'acquisition des points. On peut noter donc déjà que l'assiette correspond au revenu déclaré mensuellement auprès d'URSSAF. Donc, c'est quelque chose qui est assez habituel pour les entrepreneurs.
avec 2 assiettes et 2 taux pour ce qui est de la retraite. On a une première assiette entre du 1er euro de chiffre d'affaires jusqu'à 38 916. Et là, on a un taux de prélèvement de 7%. Et entre 38 916 jusqu'à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale dont on a parlé, on a un taux de prélèvement de 8%. Donc, 2 assiettes, 2 taux, ça forme une somme globale. On divise par la valeur d'achat du point. Donc là, je vous ai mis celle au 1er janvier de cette année. Et ça nous donne un nombre de points. Prenons un exemple. Si vous avez déclaré un revenu de 100 000 euros, eh bien, vous allez payer 7% de cotisation sur les 38 916 premiers euros, puis 8% sur la différence entre votre chiffre d'affaires de 100 000 et cette marche-là. Ce qui fait donc une cotisation à 7 611 euros. 7 611, je divise par la valeur d'achat du point en 2022, ça me fait l'acquisition de 423,86. Si on met ces 423,86 dans notre formule de valorisation des points, on sait que la valeur de service, c'est 1,221 €. Ce qui fait qu'en fait, la retraite qu'on acquiert avec nos cotisations de 2022, c'est 517,53 €. Vous avez payé 7 611 € et vous allez recevoir tous les ans pendant votre retraite 517,53 € avec ça. Donc en fait, quelque part, c'est rentable pour vous si vous vivez au moins 14,7 années après la retraite. Cette durée-là, elle est liée au taux de rendement. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que je vous parlerai de la valeur d'achat et de la valeur de service. On y vient maintenant. Le taux de rendement, il est défini comme le rapport, le ratio entre la valeur de service et la valeur d'achat. Ce taux de rendement, c'est l'élément crucial, central de tout système à points. Vous pouvez comparer les différents systèmes à points, RCI, Agirc-Arrco ou d'autres, rien qu'avec ce taux de rendement. Donc là, ici, il est de 6,8%. Si je divise 1,221, qui est la valeur de service de la retraite complémentaire en 2022 des indépendants, par sa valeur d'achat, j'ai 6,8%. Eh bien, l'inverse de 6,8%, c'est 14,7 années. Donc, on voit bien qu'il y a un fort lien autour de ce taux de rendement par rapport à la rentabilité du système possible. Et donc, la question qui se pose, c'est quelle va être l'évolution du taux de rendement pour les entrepreneurs ? Comment anticiper cette évolution? Premièrement, les artisans commerçants ont une population plus âgée que la moyenne. Je vous ai récupéré des chiffres de l'INSEE pour que vous puissiez le voir. Les artisans commerçants qui ont 50 ans ou plus sont quasiment un tiers de plus que la population française qui travaille. À l'inverse, parmi les jeunes de 15 à 24 ans, ils sont 5 fois moins nombreux. La différence est colossale. On voit bien que c'est une population qui est plus âgée que la moyenne. Ensuite, c'est une population qui vieillit. Si on regarde bien la part des 25-49 ans, elle ne cesse de baisser depuis 10 ans, alors que la part des 50 ans ou plus ne cesse d'augmenter. Évidemment, les personnes vieillissent et il n'y a pas un renouvellement, puisque la part des moins de 24 ans, en fait, elle reste stable. Donc, il y a un véritable vieillissement. Si je mets en même temps une population plus âgée que la moyenne et une population vieillissante, eh bien, ça me donne quoi? Ça donne probablement à anticiper une baisse du taux de rendement. Tout à l'heure, je vous ai dit que le taux de rendement était de 6,8%. Très probablement que ce taux de rendement va évoluer à la baisse dans les années qui viennent. C'est difficile de dire de combien, mais en tout cas, ce que ça veut dire, cette baisse du taux de rendement, ça veut dire que si vous avez 50 ans aujourd'hui ou 52 ans comme moi, et que vous calculez votre retraite sur la base des valeurs d'aujourd'hui, valeurs d'achat, valeurs de service, pour pouvoir estimer votre montant de retraite, vous avez intérêt à anticiper une baisse de ce montant. Et la question, c'est de combien? Alors ça, c'est difficile d'y répondre. Ce qu'on peut regarder, c'est un petit peu dans le rétroviseur. À l'Agirc-Arrco, par exemple, le taux de rendement baisse de 1% par an en moyenne depuis l'an 2000. Ou alors au régime général, les effets successifs des différentes réformes, ça fait également à peu près une baisse de 1% entre 2007 et 2022. Donc on voit que dans tous les régimes, en fait, plus on vous demande de cotiser davantage pour en recevoir moins. Et donc, la difficulté pour nous qui sommes encore à 10-15 ans de la retraite, ou peut-être plus, c'est de se dire, je vais calculer ma retraite par rapport avec les critères d'aujourd'hui pour plus tard, mais il faut que j'anticipe également une baisse de celle-ci par rapport à l'arrivée aux différentes réformes qui vont succéder et par rapport à la baisse du taux de rendement. Et donc, anticiper, je pense que ça va être le maître mot pour la suite pour Jean-Luc et Julien, à qui je cède la parole.
Merci Stéphane. Alors justement, comme un certain nombre de gens, je suis entrepreneur et la question regarde de cet éclairage fort intéressant, c'est de se dire, je suis entrepreneur, comment je vais faire pour avoir une retraite dans, pour certains 15 ans, pour d'autres 20 ans, peut-être 30 ans dans les gens qui sont connectés. C'est quoi les pistes en tenant compte de ce qui se passe aujourd'hui? On parle beaucoup de l'inflation, on a parlé de rente de capital, enfin voilà. Donc, est-ce que Jean-Luc et Julien, vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Eh bien, on va tenter effectivement d'éclairer un peu la question qui est posée. En fait, je vais peut-être commencer par reprendre, peut-être poser la question à mon camarade Julien. En fait, une question qui a été évoquée déjà par ce que disait notre camarade Stéphane. Quel sera le taux de remplacement de la retraite? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, Julien, déjà? Eh bien, le taux de remplacement, déjà, ça va être la pension de retraite qu'on va percevoir par rapport au dernier revenu d'activité. Donc, on sait que celui-ci mécaniquement diminue, comme ça a été évoqué précédemment. Et donc, on ne pourra plus vivre avec les mêmes moyens que pendant notre période d'activité au moment où on passe à la retraite. Alors, notamment quand on regarde des chiffres qu'on a pu simuler récemment, on voit que par exemple pour Madame Durand, née en 73, 48 ans aujourd'hui, ce qui est rentré dans la vie active à l'âge de 22 ans, eh bien, on pourra estimer que son taux de remplacement sera 60%. Donc, elle perd quand même 40% au niveau en fait de son départ en retraite en termes de rémunération, c'est-à-dire en pension de retraite. Alors, si on prend nos précautions oratoires, ça, c'est effectivement nos outils, effectivement, en interne, Harmonie Mutuelle, qui nous donne ces résultats. Pour autant, ce qu'on constate, c'est que cette situation que l'on connaît chez Madame Durand, née en 48, elle a quand même tendance un peu à s'aggraver. Donc là, si on parle effectivement de ce monsieur Dupont qui lui est un peu plus jeune, qui a 38 ans, ça nous donne des résultats qui sont un peu différents. Julien, qu'est-ce que tu peux nous dire là, donc, cette fois-ci? Eh bien là, on voit notamment donc un taux de remplacement de 41%, donc une perte de revenus à hauteur de 59%. Et effectivement, donc on constate que Monsieur Dupont est rentré dans la vie active à 65 ans. On sait qu'aujourd'hui, on fait de plus longues à 25 ans, pardon. 25 ans, on sait que ça peut arriver aussi. Hein, oui, c'est ça qu'il faudrait prendre la retraite avant, et puis effectivement. Il y a peut-être une idée. Il y a peut-être une idée. On creuse un peu le truc, effectivement. On va revenir avec un deuxième webinaire. On parlera de ce sujet. Exactement. Okay. Et donc effectivement, 25 ans dans la vie active, donc tout le monde fait des études, en tout cas on rentre de plus en plus tard dans la vie active, et donc avec un départ estimé à 63 ans, effectivement ça fait une perte de revenus assez conséquente à la retraite. Bon, et alors si on joue le scénario catastrophe, en fait on va parler des plus jeunes, effectivement, donc on va encore aller plus loin, avec Madame Renard, hein, il y a peut-être un loup quand même derrière, là, je ne sais pas qui c'est, et donc en fait Madame Renard qui est née en 90 et qui a commencé en fait à travailler donc à l'âge de 24 ans. Eh bien, ça va piquer pour Madame Renard. Ça pique un peu. Une perte de 62% de ses revenus. Ouais. Bon, alors c'est assez énorme. Ce qu'on constate ce qu'on constate assez souvent, c'est que effectivement le taux de remplacement est plus faible selon quand on gagne beaucoup en fait finalement. Et on s'aperçoit que dans les catégories de cadres, par exemple, pour parler des salariés, ou en tout cas quand on parle effectivement des travailleurs non salariés, par exemple, mais qui ont des niveaux de revenus importants, on a aussi une décote qui est encore plus importante en fait en termes de retraite. Ok, en tout cas nous on a tendance à confirmer. Effectivement, la retraite, demain, ça s'anticipe, ça se prépare, et c'est un peu ce dont on voulait vous parler. Donc, oui, alors on avait commencé à évoquer les particularités du chef d'entreprise, mais c'est un point qui a été évoqué par Stéphane déjà, donc ces particularités, donc on va passer rapidement, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire, Julien? Ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde en fait le taux de remplacement pour les assimilés salariés et les chefs d'entreprise indépendants, notamment sur un article qui est sorti récemment, on constate qu'on est quand même sur des taux qui sont entre 33 et 54%. Donc aujourd'hui, en fait, il faut se préparer avec l'idée en tête qu'à la retraite, il va falloir vivre avec un tiers ou 50% de vos revenus actuels. Bon, alors là, on s'amuse à faire peur, en fait, hein, et donc vous allez dire c'est un travail de vendeur qui fait peur d'abord pour apporter les solutions miracles derrière, mais en fait, il y a quand même une réalité. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, donc les retraites ne sont pas et ne seront pas à l'avenir celles qu'elles ont été par le passé. Donc plus que jamais, il est important de trouver des solutions. Hein, donc, alors Julien, donc avant d'aller dans les solutions, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on veut avoir une estimation de sa future retraite? Eh bien, il y a un super site internet qui s'appelle inforetraite.fr sur lequel, en fait, vous avez la possibilité de retirer un relevé de carrière, de faire une simulation également de votre pension de retraite estimée à l'âge de départ que vous allez indiquer dans la machine, puisque vous avez un simulateur sur cet outil. Donc, c'est assez bien fait.
Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une petite nouveauté sur Info Retraite depuis cette année, et notamment mis à jour définitivement a priori depuis fin novembre. C'est le fait de voir en fait tous les dispositifs retraite que vous pourriez avoir accumulés au terme de votre cursus salarial ou autre. Et pourquoi? Alors par exemple, si je parle de moi, en fait, je suis très autoréférentiel, mais moi qui ai en fait travaillé dans différentes entreprises, en allant récemment sur ce site, effectivement, j'ai constaté que j'avais donc des dispositifs liés à l'épargne salariale, mais aussi à la retraite supplémentaire qui avaient été mis en place dans des entreprises où j'ai travaillé comme cadre par le passé. Et puis d'ailleurs, j'ai aussi cette possibilité, on va en reparler, que de regrouper maintenant effectivement cette épargne en fait sur des nouveaux dispositifs qui rendront les choses plus simples, plus lisibles pour moi en fait, et parfois plus rentables également. Ok, en tout cas, moi je vous incite à aller faire un tour sur ce site. Est-ce que ça marche, quel que soit l'âge, effectivement, ou est-ce que les simulations... Quel que soit l'âge. D'accord, ok, bon, très bien. Donc en fait, on peut avoir son décompte, en tout cas son relevé, c'est ça, hein? Tout à fait, avec toutes les caisses à laquelle on aurait éventuellement cotisé, que ce soit l'IRCANTEC pour la fonction publique, etc. En fait, tout est regroupé. Ça permet effectivement de voir un petit peu les trimestres qu'on a également donc cotisés. Et comme on sait qu'aujourd'hui une carrière est tachée, je peux juste intervenir à ceci près que dans l'info retraite, les enfants ne sont pas intégrés pour l'instant. C'est vrai. Oui. Et pour les dames, ça joue un rôle important, surtout dans le secteur privé. C'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Très juste. Merci pour la précision, Stéphane. Et donc, comme je l'indiquais, c'est effectivement les carrières sont tachées et donc on peut effectivement avoir des périodes de salariés, des périodes d'entrepreneurs, d'indépendants ou autres. Donc, ça permet aussi de voir éventuellement les dispositifs que certains de nos employeurs auraient mis en place pour nous au niveau de la retraite. Ok. Donc, que faire pour compléter sa future retraite? Une vraie question. Julien, est-ce que tu es joueur, toi, Julien? Je joue souvent. Et d'ailleurs, j'ai gagné 10 euros récemment. Donc, je vais aller loin avec ça. Moi, c'est 200 millions et donc j'arrête de travailler ce soir. En fait, merci d'être passé. On peut compter sur la chance, mais est-ce qu'il y a d'autres... plus sérieusement, effectivement, la première, peut-être le premier point important, effectivement, quand on parle de retraite, déjà, c'est qu'il est plus que jamais important de devenir propriétaire de sa résidence principale, de sa maison. Ça, c'est le premier point, mais ça, c'est pas un grand scoop, hein. Et en fait, en disant ça, je ne convainc pas les gens de souscrire des solutions harmonie mutuelle en matière de retraite, mais pour autant, c'est quand même une règle de bon sens. Puisqu'on parle aujourd'hui, effectivement, Julien, de professionnel, on peut aussi parler de patrimoine professionnel, effectivement. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Eh bien, ça va être valoriser le fonds de commerce, ça va être profiter effectivement de son activité professionnelle pour pouvoir justement valoriser et préparer sa retraite. C'est l'immobilier, que l'on peut effectivement acquérir, qui est de l'immobilier professionnel. Ça peut être aussi le fonds de commerce qu'on met en gérance effectivement pour en récupérer effectivement donc des revenus quand on est à la retraite. Donc ça aussi, eh bien ça fait partie je dirais de ce qu'on peut faire en fait. Ça peut être des billes aussi qu'on met dans d'autres structures, dans des entreprises. Exactement. Donc il y a plein de manières de faire effectivement. Donc en matière de préparation et de valorisation de vos patrimoines, effectivement. Et puis, le dernier point, c'est un peu le nôtre, c'est un peu ton métier, Julien, au quotidien, c'est développer notre métier, c'est que je le fais aussi un petit peu, c'est aussi développer donc l'épargne retraite et donc de mettre en place, en fait, en quelque sorte, des solutions qui permettent, au travers de solutions d'épargne, de préparer sa retraite. Toi, tu fais comment, Julien? Tu dirais quoi, concrètement, pour ton épargne? Tu privilégies quelle solution en matière d'épargne retraite? Eh bien, j'en privilégie deux. J'en privilégie à la fois donc les dispositifs retraite mis en place par la loi Pacte qu'on va évoquer après. D'accord. Et puis aussi, il existe différents supports, donc l'assurance vie, etc. Je vais surtout en fait diversifier et utiliser les leviers fiscaux qui sont à ma disposition. Très bien. Alors, si on continue sur le volet retraite, en fait, l'idée aussi, c'est de vous parler de la loi Pacte. Alors, ça ne va pas dire grand-chose à tout le monde. En fait, cette loi Pacte, en fait, c'est une loi assez large, en fait, qui a eu pour vocation d'accélérer la transformation des entreprises, mais qui, effectivement, avait un volet. Oui, il y a pas mal de volets, là, quand même, donc ça balaye relativement large. Mais il y en a un, effectivement, qui nous concerne plus particulièrement. C'est le volet 5, en fait, qui consiste à simplifier les produits d'épargne retraite et assurer la portabilité. Donc, cette loi Pacte, Julien, qu'est-ce qu'elle a apporté comme... Plutôt, tiens, on va faire différemment. Quels étaient les griefs que pouvaient avoir, effectivement, les épargnants face aux solutions retraite?
Eh bien, en fait, c'était souvent des sorties qui étaient bloquées sous forme de rente au niveau de la liquidation. La transférabilité d'un dispositif à un autre qui n'était pas forcément en fait des plus fluides. Donc, c'était quelque chose de très restreint sur lequel en fait, déjà le français n'est pas habitué ou n'aime pas en tout cas la rente. Et en plus de ça, on n'aime pas forcément pas que la rente. Mais c'est vrai que c'était un greffe qu'on pouvait lui reprocher. Et puis ensuite, être cantonné à un dispositif sur lequel on ne pouvait pas forcément choisir son option fiscale, etc. Ça représentait en fait pas mal de freins sur les anciens dispositifs. Ok, donc en fait, les vertus de cette loi Pacte, en fait, ça a été vraiment de faire en sorte de simplifier un peu le paysage de l'épargne en France, hein, donc avec un produit unique, on va en parler tout à l'heure, d'assurer plus de portabilité, en fait, parce qu'on sait que les carrières, vous le savez, sont un peu hachées, comme disait Julien tout à l'heure. On est parfois salarié, parfois on crée son entreprise, ça dure pas. Enfin, en tout cas, les carrières ne sont plus tout à fait aussi longues et aussi uniformes qu'elles ne l'étaient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir un dispositif qui vous accompagne avec beaucoup de souplesse dans votre carrière, c'est devenu important. Et c'est pourquoi, effectivement, ce volet retraite a abouti en fait à la création de ce qu'on appelle le PER. Alors il y avait aussi un autre intérêt, c'est que vous qui êtes entrepreneur, bien, si on élargit un petit peu, la vocation de cette loi Pacte, ça a été aussi de faire en sorte que l'argent des épargnants en matière de retraite, elle aille dans le business, on va dire, dans le développement d'entreprises, et donc de flécher l'épargne des épargnants effectivement vers des marchés actions, vers des marchés obligations, en tout cas vers l'économie réelle effectivement. Donc et ça nous donne quoi? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, la loi Pacte, elle a simplifié un peu le paysage. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Julien, de ce paysage aujourd'hui du PER? Eh bien, en fait, on va retrouver donc notamment le PER individuel et le PER collectif. Donc, le PER individuel, vous avez peut-être connu pour certains d'entre vous tout ce qui était Madelin ou PERP pour les particuliers. Donc, c'est en fait une épargne individuelle qui permet de préparer, de constituer en fait sa retraite au travers de versements volontaires et de bénéficier d'une déductibilité fiscale qu'on évoquera après. Et ensuite, vous avez les dispositifs collectifs qui ont notamment été évoqués rapidement tout à l'heure, avec soit le fait effectivement de pouvoir mettre en place par le dirigeant ou la structure pour l'ensemble des salariés un dispositif d'épargne collective sur lequel en fait on pourra notamment y mettre des leviers d'abondement, de participation, d'intéressement, même la monétisation de jours de congé. Et à côté de ça, donc vous avez un dispositif qu'on appelle le PERO. Alors, ancien article 83 pour les connaisseurs, mais donc c'est le PERO obligatoire, donc PER obligatoire qu'on nomme aujourd'hui, et qui pour le coup permet en fait à l'employeur de pouvoir verser des cotisations pour un collège prédéfini en fait, donc un collège cadre, non cadre ou autre, et de pouvoir justement aider à la préparation de la retraite de ses collaborateurs. Et aussi, ça permet également, donc le PERECO comme le PERO, de pouvoir répondre à des problématiques peut-être de fidélisation des salariés, d'attirer aussi des nouveaux profils, des nouvelles compétences, etc. Donc c'est à la fois pour aider en fait à la préparation et donner des outils aussi aux salariés concernant la retraite et donner un gain d'attractivité pour l'entreprise. Alors donc en fait, si on reprend les exemples qui étaient cités tout à l'heure par Stéphane, en fait, je suis commerçant indépendant effectivement, ou je suis peu importe artisan. Eh bien, j'ai la possibilité de mettre en place un PER individuel. Tout à fait. De le faire payer d'ailleurs mes cotisations pour l'entreprise, pour ma retraite future, donc avec un levier fiscal en fait, on va dire. Je suis donc, par contre, je m'installe en fait en tant que président de SASU, de SAS, avec actionnaire unique. Là, eh bien, la loi Madelin, puisque j'ai un statut d'assimilé salarié, ne me permet pas, je ne peux pas bénéficier de la loi Madelin. Donc, je peux avoir, même si je peux avoir un PER individuel, donc à titre personnel, mais pour autant, si je veux faire payer mes cotisations par l'entreprise, je peux mettre en place un PER obligatoire. Tout à fait. Qui sera donc avec des cotisations qui seront payées par l'entreprise, avec des limites sociales et fiscales, mais ça peut être ça. Et puis, si effectivement j'ai au moins un salarié dans mon entreprise, en plus de moi, par exemple, qui ne suis pas salarié, pas forcément si je suis artisan et que j'ai au moins un salarié, je peux aussi mettre en place de l'épargne salariale dont je bénéficierai également avec des leviers qui sont des leviers importants. On ne parlera pas des montants aujourd'hui, mais il y a des leviers aussi importants. Donc en fait, un paysage qui est redessiné, en fait, même si on repart sur les solutions qui existaient, mais avec une simplification et avec en gros effectivement, eh bien, le PER effectivement qui quel qu'il soit donc individuel, collectif ou obligatoire, fonctionne toujours de la même manière. Et en gros, effectivement, ce qu'on nous a réinventé ou inventé, c'est quoi, Julien? C'est un
Une commode à 3 tiroirs. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On a interconnecté tous les compartiments. Et donc, en fait, ce PER, on fait un peu le focus là-dessus aujourd'hui, mais ce PER, en fait, comment est-ce qu'il est articulé? En fait, il est articulé autour de mes 3 commodes, enfin mes 3 tiroirs dans la commode. Donc, ça va fonctionner comment? Jean-Luc est indépendant, il va faire des versements volontaires, par exemple, ou alors peu importe, il est salarié, ça marche aussi. Ça marche aussi. Il va faire des versements volontaires sur le compartiment 1 de son PER1. Et puis, ces versements-là seront potentiellement, s'il le souhaite, déductibles de ses revenus imposables. Mais en fait, il pourra aussi faire des transferts. Qu'est-ce qu'on peut faire comme transfert en fait sur le PER1, justement, Julien? Et puis on peut tout transférer sur le PER1. On peut aussi bien transférer donc des dispositifs individuels comme les anciens contrats Madelin, les pertes, etc. On peut aussi en fait y transférer des dispositifs d'épargne salariale ou d'épargne obligatoire qu'on aurait détenus dans d'autres structures. Hein, d'où le fait aussi d'aller jeter un petit coup d'œil sur Info Retraite. Ça peut permettre d'avoir certaines surprises. Et en fait, comment on peut faire ça? Puisque le PER1, même si effectivement il est à destination des versements volontaires et d'une recherche de déductibilité fiscale individuelle, il permet aussi d'y loger les dispositifs collectifs et obligatoires qui seraient existants dans d'autres structures. Et du coup, alors là, on parle de la phase de cotisation, Julien, avec ce levier fiscal. Hein, pour pas se le cacher aujourd'hui, enfin, il faut pas se mentir. Aujourd'hui, principalement, les gens qui vont chercher la solution PER individuelle, c'est souvent des gens qui ont un levier fiscal et qui ont des économies d'impôt à la clé. Hein. Donc, sinon, on peut se poser la question de l'intérêt, peut-être de la pertinence de l'opération, et peut-être qu'il vaut mieux faire un contrat d'assurance vie, tout simplement, parce qu'effectivement, le PER1, quand est-ce que je récupère mes billes, Julien? À la retraite. À la retraite. Alors, c'est sur un contrat d'assurance vie? À tout moment. À tout moment. Donc, il y a une vraie différence quand même. Hein. La contrepartie du blocage des sommes sur un PER1, c'est cet avantage fiscal, effectivement, que l'on peut perdre. Effectivement, donc, alors, question qui est posée, on lit. À partir de quel âge faut-il verser des fonds sur un PER1? Ah ouais, alors donc voilà. Bon, alors, très bien. Donc on va répondre à la question qui est posée. Donc d'abord, alors première partie. À partir de quel âge faut-il verser des fonds sur un PER1? Bien, en fait, je dirais le plus tôt possible. Effectivement, de toute façon, c'est vrai pour tous les produits d'épargne. Hein. Donc plus je verse tôt et de façon régulière, plus je me crée un capital, je dirais, conséquent pour la retraite. La question suivante, c'est s'agit-il de versements réguliers ou ponctuels? Ça, c'est une réponse justement qu'a apporté la loi Pacte. Quand on avait un contrat Madelin par le passé, on s'engageait sur un plan de versement. On est détenu de verser des cotisations de façon régulière. Certains pouvaient d'ailleurs trouver ça un peu contraignant. Justement, dans le PER, il n'y a plus cette obligation. Bon, à titre indicatif, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Et il peut y avoir des différences, mais un PER s'ouvre chez nous, un PER individuel, avec un montant minimum de 150 €, plus 20 € de cotisation, mais c'est autre chose. Et après, on y met ce qu'on veut. On peut faire soit des versements programmés, soit des versements mensuels, trimestriels, soit aussi se dire, mon entreprise tourne, et puis tous les ans, je vais me poser la question en fin d'année de ce qui est utile, ce qui est possible en termes de trésorerie, et utile en termes de fiscalité, effectivement, et donc je vais faire un versement unique. Je ne sais pas si ça répond à la question qui nous est posée. C'est Jean ou c'est Jeanne? C'est Jeanne peut-être, je crois que j'ai vu tout à l'heure. C'est Jeanne. C'est Jeanne, d'accord, Jeanne. C'est coupé, c'est pour ça. Donc Jeanne, est-ce que ça répond à votre question, Jeanne? A priori, oui, elle a dit merci. Elle a dit oui, merci. En tout cas, c'est modulable dans tous les sens. En tout cas, c'est modulable dans tous les sens, oui. Donc là, on a parlé de cotisation, Julien, mais en fait, ce PER1, ça sort comment? Comment est-ce qu'on en sort et quand est-ce qu'on récupère ces billes? Eh bien, l'avantage par rapport à l'existant avant la loi Pacte, c'est qu'aujourd'hui, on peut sortir que ce soit sous forme de rente, ou sinon une rente viagère, rente réversible, c'est-à-dire au bénéfice, au profit d'un réversataire. Et on peut également en fait choisir aussi de sortir sous forme de capital de manière partielle ou même totale. Donc c'est-à-dire que petit rappel de Philippe Attigné. Alors, que nous dit Philippe? Petit rappel. Bon, on a juste petit rappel comme message. Donc en fait, pardon. Suspense, Philippe, sur la question. Rien pour lui. On est ravis. Donc compartiment 1, alors c'est tout ce qui est issu des versements volontaires qui sont faits par les clients. Là, en fait, on est libre. Hein. On peut sortir en capital ou en rente, effectivement, sachant quand même qu'il faut être honnête. Le mode de fonctionnement, effectivement, des impôts, en fait, de la fiscalité en France, c'est que on donne, mais on peut reprendre. Donc, quand on prend un avantage fiscal, on peut effectivement, donc en sortie, se faire rattraper par la patrouille en quelque sorte et devoir fiscaliser en fait le capital ou bien sûr les rentes qu'on récupère. Mais il y a des moyens quand même de s'arranger et d'améliorer les choses. On a quelques astuces dont on pourra parler une autre fois.
Le compartiment 2, c'est l'épargne salariale, C'est la même sortie, chose. capital ou rente, avec même des avantages Au au niveau plan fiscal. fiscal et social. Fiscal principalement d'ailleurs, enfin, et social. Fiscal et social, je crois. Et puis compartiment 3, effectivement, donc là, en fait, un compartiment qui est hérité de l'ancien temps, on va dire, avec une sortie, en fait, principalement en rente, hein, sauf quand celle-ci est inférieure à 100 euros par mois, où là, on peut récupérer du capital. Voilà. En tout cas, bon, le PER est une solution, je dirais, donc intéressante aujourd'hui. Il y a combien de Français qui ont mis 6 millions. C'est 6 millions de contrats mis en place depuis le lancement du PER en 2019. Ok, donc en fait, un produit qui connaît, en fait, une solution qui connaît un franc succès, de par les avantages qu'on vient d'évoquer. Deux fois plus que les prévisions estimées. En cas de décès, pas de PS, contrairement à l'assurance vie. Tout à fait, pas de prélèvement social en cas de décès. Il faut savoir aussi, et c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. C'est vrai que c'est un vrai avantage par rapport à l'assurance vie, c'est qu'une assurance vie, en cas de décès, vous récupérez effectivement donc les sommes qu'il y a sur le contrat d'assurance vie quand vous êtes bénéficiaire. Donc avec si les sommes ont été versées avant 70 ans, eh bien, rien du tout à payer jusqu'à 152 500 euros. Par contre, et Philippe a raison, les plus-values en fait, qui sont enregistrées sur le contrat d'assurance vie, elles sont soumises, quoi qu'il en soit, aux prélèvements sociaux. Et là, effectivement, c'est un avantage du PER1, c'est que les plus-values générées sur un PER individuel en cas de décès, donc pendant la période de cotisation et avant 60, enfin, pendant la période de cotisation, eh bien, ne sont pas soumis effectivement à cotisation sociale. Tout à fait, prélèvements sociaux. Prélèvements sociaux, ouais. Je ne sais pas si je confirme, hein, Philippe, vous me dites si vous êtes en phase, si on est en phase. C'est ça, un petit sourire. Donc un petit sourire. Donc en fait, on est à peu près en phase alors du coup. Donc très bien. Du coup, en fait, on enchaîne. Le levier fiscal du PER1, pour faire simple. Donc j'ai fait très basique en fait. Mais on va prendre le cas d'une charmante Héloïse, effectivement, qui a créé sa boîte Billy Buzz et qui est donc indépendante en fait. Donc elle est TNS. Donc, elle a un revenu professionnel de 81 136 euros par hasard, Julien, c'est vraiment par hasard. Vraiment par hasard. Et donc, en fait, elle peut déduire, donc faire payer par l'entreprise, en quelque sorte, effectivement, les cotisations retraite dans la limite d'un plafond qui est donc composé de deux parties. Une première couche de 10% de son revenu professionnel, ou de ses revenus professionnels, donc 8 113 euros, et une deuxième couche qui est de 15% de la part qui va excéder un pass, donc qui est à hauteur de 41 136 euros aujourd'hui. Donc dès lors où Madame Kermadec gagne en fait plus de 41 136 euros au cours de l'année, elle a une possibilité supplémentaire de déduire à la fois 10% de son revenu professionnel plus 15% de ses revenus excédant les 41 136 euros. En fait, les 10%, c'est valable pour tout le monde, pour toi, comme moi qui sommes salariés d'Harmonie Mutuelle. Mais les 6 000 euros là, donc, relatifs aux 15% sont un avantage spécifique justement qui est mis en place pour gommer ce désavantage en quelque sorte. On sait que la retraite des indépendants est plutôt moins bonne que celle des salariés, donc ça a été mis en place justement pour gommer cet écart en fait. Alors on pourrait entrer dans le détail technique pour les puristes, il y a des choses sympathiques à faire parce qu'effectivement il y a une interdépendance entre les plafonds de déduction, je dirais, donc Madelin et personnel sur la vie d'imposition. On ne va pas trop entrer dans le détail parce que ça peut devenir un peu technique et ennuyer tout le monde, mais enfin en tout cas c'est le principe. Et si on est salarié, Julien, ça change quoi si on est salarié? Eh bien, si on est salarié, on bénéficie simplement du 10% des revenus d'activité, enfin des revenus professionnels. D'accord. Et par contre, en fait, on le passe dans un article qui n'est pas le même. Là, on est pour les spécialistes encore, on est dans l'article 154 bis du CGI. Si on glisse dans le commun, en fait, donc l'article 163 intervicile du CGI, là, par contre, effectivement, on va directement dans l'avis d'imposition, page 4, si je ne dis pas de bêtises, 3 ou 4, et puis on regarde effectivement ces plafonds de déduction. On sait ce que l'on peut déduire, effectivement, donc sachant que c'est alimenté tous les ans par 10% du revenu net global. Donc, c'est les revenus en fait fiscaux, moins 10% de frais professionnels, on va dire. Et puis, effectivement, on a même le bénéfice des 3 années précédentes. Donc, on a en gros, à minima, 10% du pass, 4 000 balles. À peu près 16 000 euros à minima. Soit 4 et 16 000 euros de plafond, donc quand on ne les a pas utilisés tous les ans de disponible fiscal. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit les utiliser. Après, il faut calculer un petit peu. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, faut-il préférer le PER à l'assurance vie? Julien, tu vas nous dire ça? Eh bien, moi, je dirais qu'en fait, l'un et l'autre, c'est complémentaire. Donc, pourquoi? Parce qu'effectivement, le PER
c'est bloqué jusqu'à la retraite, hormis en fait des cas de sortie anticipée. Donc ils sont pas sympas ces cas de déblocage quand même. C'est des accidents de la vie ou sinon quand même l'achat de la résidence principale. Ça c'est une nouveauté aussi de la loi Pacte. Notamment avant on ne pouvait pas forcément le faire dans tous les dispositifs retraite, mais aujourd'hui effectivement on peut sortir pour financer l'acquisition de sa résidence principale. C'est limité quand même à l'apport personnel que l'on fait sur l'opération. Hein. On est d'accord. Hein. Okay. C'est bien ça. Et c'est fiscalisé quand même. C'est fiscalisé. Bon, ok. Mais ça vient du PERCO. Alors ça c'est un autre sujet. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a des cas de figure dans lesquels ça peut être encore plus favorable. Ok. Tout à fait. Alors là où l'assurance vie, effectivement, est disponible à tout moment. Donc là, pour le coup, en fait, ça va dépendre de l'objectif, ça va dépendre aussi du projet, ça va dépendre également du souhait de vouloir en fait de préparer sa retraite et surtout de l'intérêt fiscal. Si aujourd'hui je n'ai pas un intérêt fiscal, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est peut-être plutôt judicieux d'aller sur l'assurance vie. Pourquoi ? Parce que le PER permet effectivement de défiscaliser à l'entrée, d'être fiscalisé partiellement ou totalement à la sortie, là où l'assurance vie aujourd'hui en fait ne permet pas effectivement de défiscaliser à la rentrée, mais par contre permet de bénéficier d'un avantage fiscal à la sortie. Alors, à quelques dit Philippe, on peut également liquider ses droits à l'âge légal de 62 ans sans avoir besoin de liquider son PER. Eh bien, oui. Alors, sans avoir besoin de liquider ses pensions. Oui. Oui, alors ça dépend comment on le formule, mais effectivement, si on est sur un PER individuel, effectivement, eh bien, d'abord, ce n'est pas parce qu'on prend sa retraite qu'on est obligé de liquider. En l'occurrence, chez nous, les PERA, on peut les laisser vivre jusqu'à 75 ans. Hein. C'est ça. Il y a qu'à 75 ans que l'assureur vous dit, bon, va falloir vous décider quand même pour faire un choix entre capital et rente. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, effectivement, donc, pour savoir quand on peut liquider son PERA, à l'opposé, on peut liquider dès lors qu'on a atteint l'âge légal, 62 ans aujourd'hui, ou qu'on a liquidé dans le régime obligatoire. Certaines professions peuvent liquider avant pour les 62 carrières ans. longues, oui, qui peuvent partir par exemple, ça peut être aussi des carrières comme je sais pas dans l'armée par exemple, des militaires, ça peut être ça, des pompiers. Dès lors qu'ils ont liquidé effectivement leur droit au régime, enfin dans le régime obligatoire, effectivement, ils ont la possibilité de débloquer leur PER individuel. Voilà. Je ne sais pas si Philippe, ça confirme ce que vous disiez, mais. Alors quels sont les cas exactement de déblocage ? Eh bien, ça va. Oui, vas-y. Je t'en donner quelques-uns, vas-y. Et puis tu peux peut-être compléter. Donc, ça va être décès du conjoint partenaire de Pacs. Ça va être également décès du titulaire du contrat. Automatiquement, c'est un cas de déblocage, mais ça, on en parlera après. Donc, la résidence principale, on l'a évoqué. Ça va être également donc fin de droit, chômage ou liquidation judiciaire. Et donc, j'insiste sur ça, c'est important parce qu'en fait, on a affaire à des créateurs d'entreprise potentiellement ou des chefs d'entreprise. Et donc, effectivement, le fait d'arrêter son activité ne permet pas de récupérer les billes sur un PERA. Il y a simplement quand on est contraint et forcé parce qu'il y a une liquidation judiciaire que l'on peut récupérer ses billes. En fait, hein. Donc, c'est le pendant du salarié effectivement qui se trouve en fait en fin de droit au niveau chômage. Je pense qu'on oublie peut-être un cas. Mais il y a également invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la sécurité sociale. Ouais. Et on peut rajouter le surendettement aussi. Il y a le surendettement, tout à fait, c'est ça. Ouais, c'est ce qui manquait. Ok. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le PER individuel ? Oui. Par contre, ce qui peut être intéressant, si on peut garder son PER jusqu'à 75 ans, on peut quand même se poser la question à 70 ans ou avant 70 ans, oui. Parce qu'effectivement, donc le PER individuel, en fait, lui bénéficie, et je dirais, de l'avantage de l'assurance vie, mais à condition effectivement de casser sa pipe avant 70 ans. Si on cassait sa pipe alors que le contrat n'est pas liquidé après 70 ans, on ne serait plus dans le 996 du CGI, mais dans le 757B, et donc on n'aurait plus que 38 500 d'abattement pour tous les bénéficiaires, etc. Enfin, là où c'est cumulable dans l'assurance. Donc c'est peut-être intéressant de se dire, si on avait fait perdurer son PER, voilà, on va peut-être effectivement se poser la question de le transformer ou de le liquider et de le passer sur un contrat d'assurance vie, pourquoi pas avant 70 ans. Donc c'est à creuser. Une nouvelle question de Pierre. En cas de décès avant la retraite, les fonds sont perdus pour l'interrogation. Sinon, comment ça se passe ? Eh bien non. Alors, deux choses. Il y a bien deux choses dans un produit retraite. Il y a la phase de capitalisation et puis la phase de liquidation. Ouais, on liquide effectivement et puis on récupère effectivement une rente ou un capital. Si on casse sa pipe effectivement dans la période de versement, de cotisation, effectivement. Bon, d'abord, en fait, il faut savoir que dans les contrats, il y a une cause bénéficiaire, bien évidemment. Donc, on va désigner. Pour les PER assurantiels. Pour les PER assurantiels, tu as raison, ce que nous commercialisons, mais il y a aussi des PER bancaires qui ne bénéficient pas
je dirais, de cet avantage lié à l'assurance vie. Mais pour les payeurs assurantiels, en tout cas, clause bénéficiaire. Donc, on désigne effectivement les bénéficiaires, hein, épouse, partenaire de Pacs, enfant, enfin, que sais-je, voisin, si on veut, maîtresse, pourquoi pas, ça peut être sympa aussi, pour elle en tout cas. Et donc, effectivement, on peut transmettre avec avantage donc, ces sommes qui, de fait, ne sont pas perdues. En plus, puisque j'ai dit tout à l'heure effectivement que les sommes étaient investies sur les marchés financiers en partie, marché actions, obligations, dans les contrats qu'on propose en général, il y a une garantie plancher qui fait que si je prends des risques avec mes propres billes, je ne le prends pas pour mes bénéficiaires. Ça veut dire que si l'argent est transmis, il est transmis effectivement, mais pour le montant des versements effectués, net des rachats, des frais, etc. Mais en tout cas, on ne se prend pas les moins-values potentielles effectivement liées au marché financier. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en gros, donc ça c'était avant. Et puis après, de toute façon, effectivement, eh bien, deux cas de figure où j'ai récupéré le capital. Eh bien, dans ce cas, c'est un capital qui peut entrer, je dirais, dans la masse successorale, hein, s'il y a décès et transmission. Ou deuxième hypothèse, j'ai opté pour une rente viagère, Si la rente, en fait, est une rente qui n'est pas viagère, eh bien, elle s'éteint de fait avec mon décès. Si c'est une rente viagère, effectivement, eh bien là, du coup, la personne qui sera désignée comme réversataire. Donc, rente viagère réversible. Oui, rente viagère, on recommande. Rente viagère, effectivement, classique, on va dire, sans réversion. Et rente viagère réversible, cette fois-ci, le réversataire touchera donc en lieu et place de la personne décédée, effectivement, de l'assuré, et bien les sommes jusqu'à la retraite. C'est bon, j'ai pas dit de conneries, là, je l'ai. Non, c'est bon, super. Ici, on arrive presque au bout du temps qu'on s'est accordé sur le webinaire. Est-ce que vous avez encore des sujets, pour pas qu'on vous coupe brutalement, sur lesquels vous pouvez mettre en lumière ou Non, mais l'exercice est forcément court, en fait, et donc on est un sujet passionnant qui mériterait qu'on y passe plus de temps. Mais s'il y a des questions, il faudrait qu'on les prenne avant de terminer. Commencez-vous. Donc, d'abord, merci à Stéphane, merci Jean-Luc et Julien pour ce que vous avez partagé sur un sujet technique, complexe, pour certains d'entre nous, dont je fais partie, presque obscur, avec clarté et dynamisme. Donc, merci pour ça. Si je résume, on parle de retraite aujourd'hui parce que, en effet, on est dans un élément où on a vu les paramètres vont devoir bouger pour assurer un financement, avec la quasi-certitude de voir, si on ne se prépare pas, nos retraites diminuer, ce qu'expliquait très bien Stéphane et ce que vous expliquez dans le taux de remplacement. Bon, néanmoins, tout n'est pas perdu puisque vous nous avez décrit les différents dispositifs, solutions, notamment ce qu'apportait la loi Pacte. Qu'est-ce que vous diriez chacun en conclusion, peut-être Stéphane, pour commencer ces échanges? Comment vous concluriez ce webinaire? On va conclure un petit peu sur ce à quoi s'attendre lors de l'avenir. Et est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration de la situation de notre système de retraite permettant, une situation financière plus favorable? La réponse, c'est malheureusement probablement non, pour plusieurs raisons. D'abord, la raison de base, c'est des raisons démographiques. La vague du baby-boom qui s'est terminée au début des années 70 va continuer encore pendant une bonne quinzaine d'années à arriver à la retraite et donc va augmenter le nombre de retraités avec derrière un nombre de cotisants beaucoup plus faible. Du coup, un ratio cotisants sur retraités qui va s'effondrer, tendant vers le 1 autour des 2040-2045, et on voit bien que là, financièrement, ça pose un vrai problème. Et puis, en ce moment, il y a un énorme débat qui a lieu sur la réalité du déficit. Le Conseil d'orientation des retraites, a annoncé il y a un mois ou deux que, en 2022, on était plus ou moins à l'équilibre. Donc, c'était plutôt positif. Sauf que, en réalité, il y a 55 milliards tous les ans qui sont oubliés en termes de déficit, puisque le corps fait une hypothèse qui est de dire que les déficits des régimes spéciaux ou des régimes publics ne sont pas comptabilisés comme déficit au prétexte que c'est l'État qui paye. Donc 55 milliards tous les ans qui sont mis sous le tapis, et ça pèse très très lourd sur les finances publiques. Et à un moment, il faudra bien qu'on les mette au goût du jour pour pouvoir régler cette question. Et puis, dernier élément aussi important, contrairement à ce qu'on peut dire dans les médias, les retraités sont les plus riches. Bien plus riches que les actifs. Le taux de pauvreté est 2 fois plus faible, bientôt 3 fois plus faible chez les retraités que chez les actifs. Et donc, un jour ou l'autre, il faudra se dire qu'on va ponctionner davantage les retraités, donc baisser le montant réel de retraite, ne serait-ce que par exemple de dire aux retraités, ce serait bien de participer au financement de l'assurance maladie dont ils bénéficient au premier rang.
Donc tout ça, c'est des éléments qui laissent à penser que le montant des retraites va être tiré vers le bas au fil des 20-25 ans qui viennent. Et donc, il faut encore plus se préparer à se faire son propre argent, sa propre retraite personnellement. Encore merci Stéphane. Et pour vous, Jean-Luc et Julien? Ou Julien et Jean-Luc, dans l'ordre que vous voulez. Qu'on veut. Alors, on va peut-être afficher un dernier slide. C'est ça, Julien? Si je ne dis pas de bêtises, c'est très bien. Donc, j'y retourne te rechef. Si j'y arrive, écran partagé, on va y aller. C'est celui-là, je crois, Julien. Voilà. Alors, c'est bon, ça doit apparaître. Donc, Julien, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Comme ça a été dit, effectivement, donc on voit qu'avec le contexte, la retraite, ça va être un vrai sujet, et non seulement sans même savoir en fait la contenance des réformes qui arrivent, il va falloir s'y intéresser et s'y préparer. Donc notamment en fait, nous, ce qu'on a mis à disposition avec Harmonie Mutuelle, c'est la possibilité de pouvoir justement avoir en fait une idée de la retraite estimée, de pouvoir également savoir quel est le budget qu'on devra préparer, qu'on devra justement pouvoir se dégager au quotidien pour pouvoir contenir, au moins maintenir son niveau de vie. Et donc voir aussi quelles sont les solutions aujourd'hui que vous pouvez mettre en place pour préparer au mieux, anticiper, aborder au mieux la retraite. La retraite, en fait, c'est un moment de vie qu'on va tous avoir à un moment donné. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, il faut qu'on l'aborde de la meilleure manière. Et donc, pour cela, on a effectivement des solutions. Et vous pouvez les voir au travers du simulateur qu'on a mis en place. Ok. Bon, sinon, non. Donc, sinon, la retraite, c'est... Comment dirais-je, au-delà de ces éléments purement financiers, c'est aussi du temps que l'on trouve à occuper, c'est des passions, c'est plein de choses intéressantes. Donc, on est ravis de parler de retraite en fait avec les clients du groupe effectivement et d'aborder leurs projets de vie qui vont avec, voilà, dont on espère contribuer au travers des solutions en fait à la rendre agréable, voilà. C'est d'abord tout ce qu'on avait à dire, je crois. Du coup, il ne faut surtout pas, si vous voulez effectivement évoquer le sujet, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur le site internet d'Harmonie Mutuelle ou également de rencontrer votre chargé d'affaires favori dans l'agence de proximité afin justement d'évoquer le sujet avec lui. Et ben voilà, il fallait qu'on fasse une petite page commerciale. Exactement, mais tout à fait. Merci encore à tous les trois. Merci à tous. S'il y a quelques questions, on peut prendre quelques questions s'il y a vraiment des sujets. S'il y avait encore des questions, on peut les prendre. En tout cas, merci à tous de votre participation. Jean-Luc, Julien, pour Harmonie Groupe Vive, merci. On est content de partager ce moment et votre expertise. Et puis, Stéphane. Elle multiplie les solutions entre des placements. Merci beaucoup. Okay. Oula. Donc, merci à tous. Le partenariat, en effet, avec l'association Les Rebondisseurs Français, l'association, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, on va quand même en dire un mot, c'est de promouvoir le rebond comme une valeur économique. S'il y a des grandes réussites, en particulier dans l'entrepreneuriat, il faut accepter le fait qu'il puisse y avoir des échecs. Et on veut valoriser ces échecs, alors pas pour les encourager, ces échecs, mais pour dire ça arrive, accompagnons-les, faisons de ces échecs des rebonds, et la retraite est une autre forme de rebond. Et donc l'association cherche à promouvoir ce message en regroupant des entrepreneurs, j'allais dire, qui sont au fil du sujet. Stéphane en est un bel exemple. Encore merci Stéphane, hein, c'est un rebond, passer d'une carrière militaire à l'entrepreneuriat. On en a plein dans l'association. Donc on organise régulièrement des événements, des clubs en région, parfois à distance, parfois en présentiel quand on le peut. L'idée étant de créer un endroit où on peut échanger et rebondir ensemble. Donc on a un prochain club rebond qui aura lieu en Bretagne pour l'équipe de Bretagne et qui sera également en visio le 16. Et puis encore merci à accompagner dans cette dynamique-là parce que ça permet de porter les messages et de travailler ensemble à la valorisation des entrepreneurs. Merci à tous. Merci Olivier. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Au revoir.